Bonjour tout le monde, merci de l'invitation, merci d'être présent. Donc voilà, je vais parler de neurostimulation non invasive et douleurs chroniques. Donc, au niveau du rationnel, pourquoi utiliser la neurostimulation? Donc, on sait que nous avons en rapport avec la douleur, mais surtout la douleur chronique, évidemment, parce que je ne travaille pas en douleur aiguë, juste en douleur chronique. Et on a des changements donc dans le cerveau, puisque la douleur induit ces changements. Ce sont des changements que l'on connaît comme étant une mauvaise adaptation du cerveau. Donc, en anglais, on dirait maladaptive plasticity, et que justement, cette maladaptive plasticity est liée à la chronicisation de la douleur, puisque il y a cette persistance et des changements cérébraux et de la douleur. Et évidemment, puisque c'est chronique, c'est réfractaire à la médication et à la réadaptation également. Et enfin, pas toutes, mais souvent. Et la médication est avec des effets secondaires. Donc en fait, je suis allé trop vite. En ce qui concerne je dirais le questionnement de la douleur en réadaptation, la proposition de notre laboratoire est de réconcilier évidemment la douleur du corps et le cerveau, puisque la douleur est un produit du cerveau en rapport avec donc le microtraumatisme, etc. On pourrait en reparler. Et donc la proposition, c'est d'aller stimuler et le corps et le cerveau pour les réconcilier, étant donné que l'on sait que la neurostimulation peut renverser en fait la maladaptive plasticity, les mauvais changements de fonctionnement du cerveau liés à la douleur, et que renverser cette plasticité donc serait cohérent au niveau fonctionnel avec une récupération des mécanismes de contrôle de la douleur. Donc évidemment, on m'a demandé que ça soit plus court que je fais d'habitude, puisque c'était 15 minutes. Donc j'ai une propension à trop parler, donc je vais réduire, et surtout on m'a demandé d'être un peu plus lay language, donc au niveau vulgarisation. Donc, on n'ira pas dans le détail de comment la stimulation du corps et la stimulation du cerveau influencent la plasticité, mais on va survoler tout ça. Donc, les techniques de neurostimulation qu'on utilise sont soit magnétiques, soit électriques. La stimulation électrique a été revisitée, je dirais, dans son fonctionnement il y a 2 décennies. Avant, c'était très douloureux, la stimulation électrique du cerveau. Maintenant, donc évidemment, c'est très, très indolore. C'est l'idée d'utiliser la neurostimulation, c'est le côté indolore et non invasif. Donc, stimulation magnétique et stimulation électrique. La RTMS pour Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, je vais réutiliser l'acronyme, et la Transcranial Direct Current Stimulation pour la TDCS, mais je vais me concentrer dans les diapositives suivantes sur la RTMS. On peut combiner ou pas la stimulation du corps, du cerveau avec la stimulation du corps, et on utilise non pas le TENS, qui est connu en physiothérapie au niveau électrique, mais on a développé des protocoles avec la stimulation magnétique, c'est-à-dire le même équipement qui est utilisé pour le cerveau. Et donc, ça s'appelle la Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation avec l'acronyme RPMS que je vais donc réutiliser. L'avantage de toutes ces techniques, ce qu'elles n'ont pas ou peu, on le verra à la fin, d'effets secondaires, elles permettent une amélioration parce qu'elles vont influencer la plasticité du cortex somatosensorimoteur plutôt, donc et surtout moteur primaire. Elles permettent une amélioration du contrôle des mouvements. Quand on teste avec les stimulations périphériques, les personnes qui ont peur de faire un mouvement, donc avec ces stimulations-là, on leur permet donc de bouger de façon, je dirais, exogène, c'est pas eux qui contrôlent, et ils voient que le mouvement se fait sans douleur. Donc ça, c'est un effet psychologique très important, et on va le voir en syndrome régional complexe, douloureux régional complexe, le CRPS, que donc le fait de voir bouger, par exemple, la main quand on est bloqué par un syndrome douloureux régional complexe aide, parce qu'en fait, le problème n'est pas le mouvement, mais la programmation du mouvement. On a compris que dans ces pathologies-là, dans cette physiopathologie du CRPS, les personnes avaient beaucoup de développement, anticiper la douleur par rapport à la programmation du mouvement, mais pas pendant le mouvement. Donc, c'est ça, c'est l'idée de réapprendre. Donc, ça, c'est un long-term objective, d'accord? Réapprendre à bouger sans douleur. Et bien sûr, il faut comprendre quelles sont les personnes qui répondent le mieux à cette technique. Donc, les répondants et les non-répondants. Il y a même des personnes qui répondent plus à la stimulation magnétique qu'à l'électrique et vice-versa.
On a eu de grands projets financés par le réseau de douleurs chroniques qui était financé par les instituts de recherche en santé du Canada. C'est un réseau donc pan-canadien qui s'intéresse toujours, donc à la gestion de la douleur chronique. Les 2 gros projets qui ont été financés dans mon laboratoire, donc ce sont les essais cliniques sur la neurostimulation du cerveau et des muscles, comme on vient d'en parler, et également le deuxième sur des biomarqueurs pour comprendre en fait, telle douleur par rapport les différences par rapport, donc entre personnes et comment personnaliser la neurostimulation par rapport à ces biomarqueurs. Évidemment, on a des symptômes, comme je viens de le supposer avec les biomarqueurs. On vit et on répond à un traitement, sur la douleur, contre la douleur de façon différente. Et donc les symptômes, les interférences sont différentes d'une personne à l'autre. On doit regarder les changements du cerveau, donc le volume des structures, la connectivité et l'extabilité. Notamment, est-ce qu'il y a une symétrie d'extabilité entre les 2 hémisphères ou pas? Et on a des marqueurs génétiques, notamment le BDNF et le COMT qui ont un phénotype. Le BDNF, lui, c'est Brain Derived Neurotrophic Factor. Il contribue beaucoup à la plasticité du cerveau et à l'apprentissage. Alors, c'est une controverse dans la littérature. Si son phénotype, puisqu'il y a 35 de la population caucasienne qui est reconnu pour avoir un changement épigénétique du BDNF. Donc, si son phénotype influence ou pas la plasticité et donc influence ou pas la réponse au traitement par neurostimulation, puisque la neurostimulation va influencer la plasticité. Donc, c'est très important de faire le point. Ça demande énormément de participants aux études. Et donc, ce n'est pas fini. Évidemment, la controverse continue dans la littérature. Alors, en rapport avec la neurostimulation, ce qui est en cours, c'est la combinaison de la neurostimulation avec une thérapie en physiothérapie ou en ergothérapie. Et la question, c'est est-ce qu'on augmente l'efficacité de ces thérapies en ayant la neurostimulation comme adjuvant à la thérapie, puisqu'elle influence la plasticité du cerveau, que ces thérapies physiques influencent la plasticité du cerveau. Donc, est-ce que la combinaison des deux va aider? Dans le futur, donc avec d'autres collègues du réseau, justement, douleurs chroniques, qui sont plus dans l'approche médicamenteuse, est-ce que de combiner la neurostimulation avec la prise de médicaments va réduire la dose? Donc, les données que je vais vous présenter, et surtout sur les effets de la neurostimulation aujourd'hui, il s'agit du syndrome douloureux gênal complexe, de la lombalgie chronique, de la douleur liée au traitement du cancer et de la fibromyalgie. Si on revient rapidement sur la RTMS, donc la stimulation transcrânienne du cerveau, donc vous voyez, vous avez différentes images. Nous utilisons cet équipement-là. Il y en a d'autres. Tous sont autant performants ou avec leurs problèmes et leurs avantages. Mais les avantages communs, donc c'est le côté non invasif, indolore, et que les effets secondaires sont négligeables et peu fréquents. Donc, la personne est installée comme ceci, de façon confortable. La neurostimulation se fait toujours quand la personne est relaxée, parce que, bon, je ne vais pas dans le détail, mais les protocoles qui sont utilisés sont, je dirais, étudiés depuis 2004-2005, ce qui est pas loin. Et il est reconnu que si la personne bouge ou fait donc des activités et donc que les aires que l'on stimule sont en activité pour un mouvement, l'effet de la stimulation va changer. D'accord? Donc, il est très important de comprendre que quand on fait des mesures avec cet outil-là, quand on fait une intervention pardon, avec cet outil-là, la personne est au repos et on appelle ça donc quelque chose qui est off, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de travailler. On fait des mesures pré et post cette intervention pour voir quels ont été les changements. Donc, c'est une bobine d'induction électromagnétique. La stimulation ou l'induction électromagnétique va évidemment créer un courant électrique et recrute les cellules, donc active les cellules au niveau du cerveau. Quand on stimule en intervention comme ceci, avec cette bobine-là qui a un fan, donc évidemment pour refroidir, quand on stimule avec donc cette bobine-là, on est vraiment à une stimulation qui ne permet aucun mouvement. On ne recrute pas le système corticospinal, d'accord? On est vraiment sous le seuil moteur pour avoir un effet au niveau intracortical. Donc ça influence l'activité neuronale et ça favorise l'adaptation du cerveau. Donc ce qui est intéressant évidemment toujours, c'est pas de changer le fonctionnement du cerveau sans qu'il n'y ait de significativité clinique.
Le point, évidemment, c'est d'avoir des études qui nous fassent comprendre que les changements cérébraux qu'on obtient avec cet outil ou cette technologie s'accompagnent d'une amélioration de la condition. Au niveau périphérique, donc, on utilise la même bobine de stimulation, c'est le même équipement, et on cible des muscles. Donc ici, l'image, c'est pour donc, le muscle de la jambe. On fait ça au niveau du bras quand il s'agit d'un CRPS manuel. On fait ça au niveau on va le voir, des muscles du tronc, d'abdominaux profonds ou multifid paravertébraux en ce qui concerne la lombalgie chronique. Et on peut combiner stimulation des muscles du tronc avec stimulation des jambes quand la condition est un peu plus complexe. Donc, on a montré que ça réduisait la douleur, que ça améliorait le contrôle du mouvement. Les deux, évidemment, vont ensemble parce qu'on fait une action sur le cortex moteur primaire, la stimulation des muscles via les fibres proprioceptives, donc influence le cortex sensorimoteur, donc influence le fonctionnement du cortex, des aires corticales qui contrôlent le mouvement et réactive certains mécanismes en lien avec le contrôle de la douleur. Donc, bien comprendre évidemment que quand on stimule le corps sur des muscles, l'effet concerne, les améliorations concernent ce circuit-là. Donc, on influence l'adaptation du cerveau en rapport avec les zones stimulées. Alors que quand on stimule le cerveau, on a une influence plus large parce qu'on stimule un réseau qui peut impliquer de l'intersegmentaire. Au niveau, je dirais, des données, à travers toutes les recherches qui se font, parce qu'on n'est certainement pas le seul laboratoire à faire ça, on est très peu, sans doute, enfin, ou de plus en plus maintenant à faire le périphérique, mais au niveau transcrânien, il y a énormément d'études. Alors, on peut faire cette stimulation, qu'elle soit du cerveau ou du corps. Seul, ça dure 3 à 10 minutes, dépendant de combien de muscles, par exemple, on peut faire, ou au niveau du cerveau. Donc, le cerveau, par exemple, les stimulations, on a des protocoles qui sont… je vais le continuer, ça va être plus simple. Donc, on peut faire la stimulation seule ou combinée à la thérapie, comme je l'ai dit. Voilà, on peut avoir la stimulation cérébrale ou la stimulation musculaire. Donc, dans notre laboratoire, on est plus au niveau moteur, donc on se concentre sur les aires motrices, mais on peut également avoir, dans la littérature, on trouve donc les stimulations du cortex préfrontal, dorsolatéral, pour ce qui est des fonctions cognitives, genre fonctions exécutives. Au niveau musculaire, on stimule un ou plusieurs muscles. Donc, quand on fait une neurostimulation seule, ça peut durer 3 à 10 minutes, dépendant des protocoles que l'on utilise. Et il y a des protocoles de stimulation qui sont inhibiteurs, dépendant donc du paradigme, et je ne vais pas dans les détails. Et il y a des protocoles qui sont activateurs. Si on fait une seule session, que ce soit l'une ou l'autre, on peut avoir des effets à court terme, à moyen terme. Si on fait plusieurs sessions, on peut avoir des effets à long terme. Et si on combine évidemment la thérapie, on peut avoir des effets persistants. Et quand on regarde les recherches qu'on a faites jusqu'à présent et les travaux en cours, on voit que ce soit plusieurs sessions, donc quand on parle de plusieurs sessions, c'est 5 à 10. Elles sont en général, soit les 5 sont réparties sur une semaine ou 2 semaines. Les 10, quand on fait des 10, c'est 2 fois 5 jours, toujours. Donc, on ne stimule pas les fins de semaine, mais c'est jour après jour. Les neurostimulations combinées à la thérapie, donc on s'adapte évidemment soit aux investigateurs, soit aux cliniciens qui collaborent. Mais dans les deux cas, on voit qu'on n'a pas seulement des changements dans nos mesures de laboratoire, mais on a des changements qui sont un peu plus écologiques, donc dans les activités quotidiennes, puisqu'on y va par questionnaire standardisé en rapport avec l'amélioration de la qualité de la vie. Alors, allons-y directement, cet exemple-là au niveau du syndrome douloureux régional complexe, SDRC ou CRPS en anglais. Donc, on a eu que des personnes évidemment recrutées avec une problématique unilatérale au niveau du bras, qui n'avaient pas tous la même raison d'avoir une problématique au niveau du bras, c'est-à-dire certains c'était des fractures au niveau du poignet, d'autres au niveau de l'épaule, mais au niveau du profil clinique, on avait donc une problématique de mouvement de la main et on a stimulé les extenseurs du poignet. Et vous voyez donc au niveau de la douleur instantanée, il y a eu donc une baisse significative. Au niveau de la douleur donc, dont on parlait évidemment dans la semaine d'avant, vous savez, on peut mesurer la douleur avec une échelle, donc en millimètres, en centimètres, qu'importe, l'échelle visuelle analogue ou l'échelle numérique, c'est celle qu'on a utilisée. On peut mesurer la douleur instantanée ou on peut demander quelle était la douleur dans la semaine passée.
Donc, c'est sûr que donc, ici, on est une semaine après et on voit que la douleur a baissé. Et ici, on a mesuré au niveau, donc ce sont des exemples parce qu'on a d'autres données, on a mesuré au niveau de l'amplitude de mouvement du doigt qui était le plus douloureux parce que c'est différent en fonction des doigts, c'est différent en fonction des phalanges. Donc, on a pris dans cet exemple-là celui qui était le plus douloureux et on voit que le mouvement de doigt de nos participants après cette intervention s'est amélioré, s'est rapproché donc de degrés qui étaient dans la norme. En lombalgie chronique, donc, ce que je présente est largement en contribution avec un ancien étudiant du laboratoire, Hugo Massé-Alary, et qui est maintenant professeur. Et donc, en lombalgie chronique, voilà, c'est ça un peu le plus important, c'est que nous n'avons pas testé la stimulation des muscles du tronc tout seul. Donc, la stimulation des muscles du tronc, c'était soit les transverses abdominaux, soit les multifides. Donc, c'était une expérimentation, soit les uns, soit les autres. Tous ces muscles-là, évidemment, sont impliqués dans la stabilisation de la colonne lombaire, dans donc, cette réduction des microtraumatismes chez les personnes avec lombalgie chronique. Et donc, Hugo, qui est thérapeute, donc, a fait la thérapie manuelle après les RPMS. Je ne montre pas dans le détail ce qu'on a obtenu pré-post la stimulation, puis tout de suite après post la stimulation, la thérapie manuelle. Je montre deux groupes, mais je vais le descendre, je vais vous le montrer. Je montre deux groupes, donc un groupe qui a eu les vraies stimulations avec la thérapie manuelle et un groupe qui a eu la stimulation placebo avec la thérapie manuelle. Donc, on voit, et ça, je vous montre le Tempest for Kisophobia, c'est-à-dire donc la peur du mouvement. On voit que la peur du mouvement a baissé de façon significative 2 semaines après les séances dans le groupe avec les vraies stimulations. Ce qui était donc plus problématique, c'est que ce groupe-là, avec les stimulations placebo, avait quand même eu de la thérapie manuelle et n'a pas donc baissé sa peur du mouvement. Dans d'autres changements, à travers toutes les études et à travers les études en cours, il y a eu une normalisation dans les tests qu'on a fait, des normalisations du fonctionnement du cerveau, normalisation je dirais amélioration des ajustements posture anticipateurs, c'est-à-dire quand on va bouger, il faut que la posture s'ajuste, sinon on augmente les microtraumatismes sur donc la colonne lombaire et ils sont retardés en lombalgie chronique, ils ont été améliorés après donc ces interventions sur les transverses abdominaux, les multifides. Récupération du contrôle de ces muscles-là. En lombalgie chronique, très souvent, en physiothérapie, on est limité, le thérapeute est limité dans les exercices qu'il demande au patient par le fait que le patient ne réussit pas à contracter de façon convenable les multifides, donc les muscles paravertébraux. Et donc la stimulation magnétique de ces muscles-là aide la personne à, donc évidemment par un processus sensorimoteur et de contrôle descendant, à retrouver le contrôle de ses muscles. Évidemment, la douleur a été baissée et on a une réduction des incapacités qui sont liées à la lombalgie, donc par l'ODI, l'Osseous Deficiency Index, qui est donc systématiquement amélioré, en tout cas dans nos études en cours. Voilà pour la lombalgie. Ici, donc, on a une étude de cas et là, on a stimulé à chacune des sessions et le cerveau et les muscles. Donc, une étude de cas d'un survivant de 4 cancers et qui est donc avec douleur liée aux différents traitements en fait, qu'il a eu et interventions. Et donc, il nous est arrivé avec du 8, avec des pointes de 10 dans sa vie de tous les jours. Donc ici, on n'a pas du pré-post, on a quelque chose en continu, c'est-à-dire que tous les points que vous voulez, que vous voyez, pardon, toutes les dates, tous les intervalles, c'est une séance où il a été stimulé et au niveau du cerveau et au niveau des muscles du tronc et des jambes. Muscles du tronc et des jambes parce que c'était très douloureux dans ces zones-là. Et donc, en blanc, vous avez avant l'intervention et en noir après. Donc, pré-post, chacune des interventions, on voit que pré-post, ça baisse systématiquement, d'accord, mais également dans le temps, il arrive avec des niveaux de douleur sur l'échelle numérique, des niveaux de douleur qui ont baissé. Donc, dans ces séances pré, vous voyez donc les jours ici, donc ce n'est pas tous les jours qu'on le voyait, en général, c'était 2 fois par semaine, espacé de 2-3 jours, et on l'a suivi donc jusqu'à un peu plus de 2 mois où on a eu vraiment une baisse significative de la douleur. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce que ça a duré? Donc, il est en investigation encore,
pour savoir, post tout ce traitement-là, sur 2 mois, 2 fois par semaine, est-ce que les baisses de douleur donc sont encore là? En fibromyalgie, c'est une étude donc en cours, enfin, qui est finie et qui est en analyse. Donc, je vous montre un résultat préliminaire ici. On a eu, donc, c'est une étude randomisée. On a eu 2 groupes. On a eu les groupes, donc les 2 groupes ont eu des stimulations et au niveau du cerveau et au niveau des muscles du tronc. Donc, le rationnel pour faire ça pourrait être discuté plus tard. Donc là, l'image n'est pas correcte. Ce n'est pas une stimulation des jambes en fibromyalgie. On a stimulé les transverses abdominaux et les multifid pour la stabilité du tronc, en même temps, pas en même temps, mais juste après avoir stimulé le cerveau. Le groupe en rouge a eu des vraies stimulations du cerveau. Le groupe en bleu a eu des stimulations placebo du cerveau. Donc, les 2 groupes ont eu des vraies stimulations des muscles du tronc. Un a eu des fausses stimulations en bleu au niveau du cerveau et l'autre en rouge. Donc, si on regarde par rapport donc, à l'impact de la physiologie, de la fibromyalgie pardon, dans la vie de tous les jours, vous avez les 2 groupes avec leurs couleurs respectives ici. Et on voit donc que les 2 groupes, aucune différence entre les groupes et que la baisse donc, de cet impact, qui est donc mesuré par un questionnaire standardisé, donc, je n'ai pas mis les astérisques, mais on a vraiment des différences significatives, désolé. Les différences significatives débutent après 2 séances et ensuite on est 3 jours après la fin des séances, etc. Et ils ont eu 5 séances, je ne l'ai pas noté. Donc, c'est 5 séances. À la 2e séance, 3 jours après les 5 séances, 15 jours après, 1 mois après, dans les 2 groupes. Par ailleurs, donc, les résultats montrent également une baisse de la catastrophisation, une amélioration du fonctionnement social, qui est donc un des index dans le questionnaire SF36, et une baisse de la douleur évidemment très significative. Donc, pas de différence qu'on stimule le cerveau ou pas, mais donc quand on a stimulé le muscle. Alors, les inconvénients au niveau des effets secondaires, en général, il y en a peu, mais il faut respecter les critères d'exclusion pour la stimulation du cerveau. On n'a aucun inconvénient pour la stimulation des muscles, sauf si on a du métal à l'endroit où on veut stimuler. Ça, c'est exclu de stimuler un muscle s'il y a un métal à côté. Sinon, pour le cerveau, la liste est longue, elle n'est pas exhaustive, loin de là. Il y a des critères d'exclusion absolue et il y a des critères d'exclusion relatifs. Et ça, c'est à la discrétion du chercheur. Donc, comme on n'aime pas prendre de risques en recherche, surtout que les comités d'éthique nous surveillent, puis c'est correct, dans mon laboratoire, il n'y a pas d'exclusion relative. C'est tous des critères d'exclusion. Donc, une personne qui aurait eu des convulsions dans l'année sera exclue. Il faut attendre 1 an sans convulsion. Une personne qui aurait eu, donc, serait tombée dans les pommes 6 mois avant, ce serait exclu, etc. Il y a quand même, dans moins de 5% des cas répertoriés dans la littérature, un léger mal de tête pendant 2 heures après 5% des cas, de la fatigue ou des étourdissements. Et dans moins de 0,1% des cas, il y a un cas de convulsion qui a été reporté, mais c'est une personne qui n'avait pas respecté certains critères d'exclusion, d'accord, qui n'avait pas dit certains des critères d'exclusion à l'équipe de recherche. Et je me souviens, ce cas-là était en 2008 et donc on avait entendu en parler, je pense que c'était aux États-Unis ou à Montréal. En conclusion, donc, en ce qui concerne la recherche clinique, je dirais que les données sont de plus en plus nombreuses pour des évidences par rapport donc, à des effets immédiats et qui peuvent persister avec plusieurs sessions. Euh, Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a d'autres protocoles qui nous permettent d'affiner le diagnostic en rapport avec la plasticité cérébrale pour personnaliser l'approche. Est-ce que c'est un hémisphère plutôt que l'autre qui ne va pas bien, par exemple? Mais comme l'a dit Sonia tout à l'heure, la collecte des données probantes est plus difficile quand on essaie de personnaliser l'approche, n'est-ce pas? Ça peut contribuer à l'efficacité des soins quand on fait des collaborations, puisque ça potentialise les effets des thérapies en physiothérapie, en ergothérapie. On a même eu un projet donc, récemment en aphasie, ça n'a aucun rapport avec la douleur, mais en aphasie post-AVC, le traitement phonologique dans d'une anomie a été amélioré par les stimulations du cortex moteur primaire. Ce qui est important de dire également, c'est que dans nos recherches, on a des patients partenaires maintenant, grâce en tout cas avec le réseau chronique de douleur au niveau pan-canadien. Ces patients partenaires nous aident à améliorer les protocoles et c'est très important, par exemple, pour savoir en fibromyalgie qu'il y avait tel questionnaire qui n'était pas adapté
les personnes peuvent nous dire: «Non, ce questionnaire vraiment ne répond pas du tout, à mes attentes dans la vie de tous les jours, ça ne marche pas». Ça aide beaucoup vraiment à améliorer donc nos prises de mesures, par exemple. Je l'ai dit, donc on a des collaborations interprofessionnelles qui sont possibles pour, améliorer les effets, des thérapies quand on pense à la neurostimulation comme adjuvant. Parce que l'idée évidemment, ça n'est pas d'utiliser la neurostimulation pour la neurostimulation, mais bien la neurostimulation comme adjuvant à d'autres thérapies. Il faut d'abord la comprendre, c'est pour ça qu'on a des études où on la teste toute seule et il faut la comprendre comme adjuvant également. La gestion des risques est importante, bien entendu, donc en rapport avec les nombreux critères d'exclusion pour la stimulation du cerveau. Alors évidemment, la stimulation périphérique des muscles se développe de plus en plus, que ce soit en recherche clinique ou en clinique même. Dans la pratique, les cliniciens qui sont intéressés à collaborer, parce qu'il y a très peu de critères d'exclusion. Le seul, en fait, le seul serait le métal, mais j'en pense à d'autres. Par exemple, on ne va pas stimuler une zone qui a été cancéreuse, bien entendu, parce que la stimulation elle-même revascularise, etc. Et donc, ce serait des risques. La bonne conclusion, c'est le prix de l'équipement, bien entendu. Donc, ceux qui font du TENS, évidemment, c'est pas très cher. La stimulation magnétique, qu'elle soit sur le cerveau ou sur les muscles, c'est la même. Le même équipement, je veux dire, c'est entre 80 et 90 000 $. La TDCS, c'est qui est la stimulation électrique du cerveau, c'est 8 000, 10 000 $. Donc, c'est sûr que pour l'instant, c'est possible avec les grosses subventions qu'on a en recherche. Et il faut qu'il y ait certains services cliniques très intéressés et qui trouvent des financements s'ils veulent avoir cet équipement. Merci, je remercie évidemment toutes les personnes, que ce soit les étudiants professionnels de recherche ou les collaborateurs présents, passés. Certains ici sont devenus des professeurs comme Louis-David Beaulieu, Véronique Flamand, Hugo Massa-Alary. D'autres sont partis, d'autres sont en cours. Voilà, merci de votre attention.